Le récit commence avec le monde brisé. Les 10 grands chevaliers aux côtés desquels il s'est battu pour défendre le continent ont perdu toute vitalité. La terre est polluée et envahie par la mort. Cette tragédie est la conséquence du comportement d'une ordure. Roi des bêtes démoniaques, murmura Tiny. Tu dis Tiny, je reconnais ta force, mais tu es trop petit pour prendre ma vie, dit le capitaine d'un des corps de l'armée des démons en repoussant l'attaque de Tiny. Tiny lui dit alors de se taire et lui assène un coup mortel. Par la suite, Tiny lui-même se rendit compte qu'il lui restait trop peu de mana et qu'il allait bientôt mourir. C'est alors qu'il a commencé à raconter que sa vie s'était emballée depuis son enfance. Il n'a pas eu l'occasion d'apprendre la maîtrise du mana et a dû procéder par essai et erreur. Il était tourmenté par la pensée que s'il avait commencé à s'entraîner selon la bonne méthode dès le début, il aurait été capable de défendre le continent. Il est très épuisé après avoir combattu un 7e capitaine de corps d'armée, et il s'attend à des combats avec des capitaines de corps d'armée plus forts que lui. L'empereur d'Esgarfon Valancius, gisant dans la mort derrière lui, demande à Tiny pourquoi il ne s'est pas enfui du champ de bataille où il a grandi dans la pauvreté et où il n'a rien à défendre. Tiny était curieux de savoir à quoi les vieillards pensaient avant de mourir et a obtenu une réponse à cette question. Tiny s'exclame qu'un homme doit être courageux et déplore les actes des déserteurs. Esgarfon Valancius répondit en riant, ce à quoi Tiny répliqua qu'Esgarfon Valancius avait encore de la force. Esgarfon Valancius note que Tiny est talentueux et que son orgueil pourrait faire de lui l'un des 10 grands chevaliers. Esgarfon Valancius lui ordonna alors de le chercher par ce qui n'était pas clair pour Tiny. Il a également donné le nom de sa fille nouvellement née, Lilia, car il s'agit des fleurs préférées de sa femme et de lui. Le fait que Tiny le sache sera une raison pour Esgarfon Valancius de penser qu'il s'agit d'un véritable Tiny. La partie la plus importante du secret est que les lys ne sont pas très gentils avec Esgarfon Valencia. Esgarfon Valancius et Tiny finirent par périr, et l'empereur de l'épée demanda en mourant de le retrouver rapidement. Tiny se réveille dans son propre corps d'enfant, allongé dans son lit à côté de sa sœur, réalisant qu'il s'agit d'un rêve. Il est surpris et se demande si les morts rêvent. Il se souvenait des événements qui allaient se produire, il se souvenait que sa sœur était sur le point de mourir et que des gens venaient chercher son cadavre. Il bouillait de colère en se rappelant qu'Erina s'était fait passer pour celle qui avait caché l'anneau alors que c'était Tiny et qu'elle avait été frappée. À ce moment-là, 2 hommes sont entrés et l'un d'eux a poussé la chaise d'Erina en disant « Comment oses-tu dormir ?» Sa sœur était déjà morte à l'époque, elle s'occupait de lui et passait tout son temps avec lui, c'est pourquoi elle est morte. Ces hommes se sont moqués du cadavre d'Erina et l'ont emporté. Elle se demandait ce qu'elle allait en faire, le donner à des nécrophiles ou le vendre pour ses organes. Tiny se rend compte que même dans son sommeil, il est impuissant. À ce moment-là, ses mains se mirent à briller, à maîtriser son mana et à attaquer les délinquants. Ils l'ont pris pour un fou après la mort de sa sœur et se sont empressés de le battre. Elles ont ensuite quitté la maison et il est resté seul avec le cadavre de sa sœur. Tiny était surpris, car il avait vu ce rêve à maintes reprises, mais ce n'est que maintenant qu'il a réussi à en changer la fin. Cette fois, il a même réussi à appliquer du mana. Il se rend compte qu'Esgarfon Valancius l'a ramené dans le temps. Il s'est rendu compte que tout se passait dans la réalité. Peut-il changer l'avenir? Il était furieux que le vieil homme l'ait envoyé trop tard. Il se rendit compte que l'empereur de l'épée lui-même n'avait pas confiance en sa force. C'était l'occasion pour lui de dire au revoir à sa sœur. Il pensa aux paroles des empereurs de l'épée et se précipita à leur recherche dès qu'il aurait terminé ce qu'il avait à faire. Il était sûr que dans cette vie, il tuerait facilement les meurtriers de sa sœur, car dans sa vie précédente, il lui était difficile de le faire. Il a organisé les funérailles d'Erina. Erina n'était pas sa sœur de sang. Ils avaient tous les deux les cheveux noirs, ce qui est rare sur le continent et porte malheur. Elle considérait Tiny comme un frère qui ressemblait beaucoup à son propre frère décédé. Elle lui a donné le nom de Tiny et s'est occupée de lui comme d'un frère ou d'une sœur. Ils ont prié pour le confort éternel de sa sœur. Emma, l'amie d'Erina, s'inquiète du fait que Tiny n'est pas lui-même. Emma repense au moment qu'elle a vécu après la mort d'Erin et au fait que la personne qu'il a vue n'est pas la même que celle qu'il a vue. Tiny a été mangée de sang-froid devant le défunt Tiny. Elle fut également surprise de constater que toutes ses blessures étaient guéries. Tiny a porté sans retenue le corps d'Erina devant Emma en lui disant qu'il la remercierait pour toute la bonté dont elle a fait preuve à son égard. Emma est surprise qu'il ait organisé des funérailles pour elle malgré son âge.
Tiny pensa qu'il était stupide de détourner son regard en baissant la tête, car Irina lui avait appris à ne pas avoir honte de quoi que ce soit. Il demande à Irina de veiller sur lui depuis le ciel. Un mois plus tard, il se dirige vers le repère des agresseurs de sa sœur. Les hommes qui gardent la maison de Wolf sont en colère lorsqu'ils le voient. Tiny s'est approché d'eux et leur a demandé si Wolf était là. L'un d'eux a essayé de frapper Tiny. Tiny part son tir avec confiance. Saisissant son bras, il le frappe d'un éclair. Le deuxième homme qui gardait la maison de Wolf avait confiance en sa force et décida de le jeter dehors, mais il n'avait pas la force de soulever Tiny. Tiny débordait de puissance et a donné un coup de pied à cet homme. Le secret du pouvoir de Tiny est qu'il utilise deux corps, dont celui de Manotello. Pour conserver un tel corps, il faut manger beaucoup et heureusement pour Tiny, Emma l'a aidé à le faire. Il expliqua à l'infirme qu'un corps blessé était plus facile à occuper et que c'était la raison pour laquelle son mana body était si fort. La foule à l'intérieur a été surprise par l'invité inattendu. Il pensait qu'il n'aurait aucun problème avec Tiny, mais il a commencé à les démanteler l'un après l'autre. Une fois les pions placés, il ne reste plus qu'à s'occuper des frères Rander, a déclaré Tiny. Il leur a dit de descendre. Ils l'ont dénigré en l'appelant le cadavre du propriétaire de Mana. Esgarfon Valancius lui dit d'apprendre les arts martiaux et de se battre plus noblement, car dans sa vie précédente, il n'avait combattu que par la force brute et il était lui-même maladroit. Les frères Sanders s'attaquent Tiny, mais celui-ci anticipe leurs mouvements, contre-attaque et les neutralise grâce aux compétences que l'empereur de l'épée lui a enseignées. Il jette l'un des frères dans la chambre du chef des envahisseurs, Wolf, et le perturbe. Le récit se déplace dans la vie antérieure de Tiny lorsqu'il a rencontré le loup sous la forme d'un homme bête. Il s'est demandé pourquoi un membre de l'une des races les plus fortes volait dans un endroit aussi reculé. Dans sa vie passée, il a eu du mal à vaincre un ennemi depuis ce loup d'argent qui signifie qu'il est de la famille impériale. Reculons, Wolf traite Tiny de sale gosse et se réincarne dans le corps de Wolf. Tiny était surpris de savoir pourquoi sa fourrure n'était pas argentée. Wolf était plus rapide et plus fort que les frères Sanders, mais inférieur à lui-même depuis sa vie passée. Tiny était frustré par son ennemi et utilisa son mana pour lui écraser la bouche. Le camarade d'une vie antérieure de Tiny, qui est lui-même un homme bête, lui a expliqué comment traiter les hommes bêtes qui sombrent dans la folie. Il faut les manipuler plus rudement, ils ont tendance à se régénérer. C'est à ce moment-là que Tiny a battu Wolf, qui a ensuite repris sa forme humaine. Le loup fut surpris car il ne comprenait pas ce que le gamin attendait de lui. Tiny exigea que Wolf s'excuse pour la mort de sa sœur et s'apprêtait à le battre pendant qu'il implorait sa pitié, mais il ne voulait pas le tuer car il ne voulait pas que Wolf rencontre sa sœur dans l'autre monde. C'est alors qu'il remarque un rocher qu'il avait déjà remarqué plus tôt. Il l'a ramassé sur le sol, a pris ses mains et a senti une incroyable puissance démoniaque. Revenons à la vie passée de Tiny. Il descend un sentier de montagne en compagnie d'une femme elfe qui tient un arc dans ses mains. Elle allait lui montrer les animaux mystiques de la région et nota que les animaux mystiques étaient ceux dont le corps avait accumulé du mana au cours des siècles. En chemin, ils ont discuté des essences que peuvent contenir les différents éléments de la forêt, tels que les rochers. À cet instant, Tiny réalisa dans sa nouvelle vie que l'âme du maître de la bête se trouvait dans la pierre et que c'était pour cela qu'il ressentait l'aura démoniaque. Il se demandait pourquoi le loup avait une pierre aussi étrange. Déterminé à se débarrasser de la pierre, il s'acharne sur elle. À ce moment-là, il fut transporté dans les souvenirs d'un homme bête dont l'âme était enfermée dans une pierre spirituelle, où il était entouré de gens étranges. Tous ces gens utilisaient de l'énergie démoniaque. Ils étaient armés de couteaux et l'ont attaqué. Elle lui enleva sa pierre spirituelle et la donna à l'enfant qui, à la même heure, se transforma en mangeur de bêtes. Dans cette vie, Tiny est arrivé trop tôt, et son ennemi n'a pas avalé complètement la pierre spirituelle dans laquelle le loup d'argent est scellé. Une elfe d'une vie antérieure nommée Astina lui a expliqué que les enfants sont assez innocents pour maîtriser la magie spirituelle. Tiny était assez jeune et innocent pour manier la magie spirituelle. Le mana de Tiny était compatible avec celui du loup d'argent, et ils conclurent un pacte. La plupart des esprits deviennent plus forts grâce à leur mage. C'est pourquoi Astina est l'un des 10 grands chevaliers qui ont conclu un pacte avec l'esprit de l'aigle. L'étape finale de la conclusion d'un contrat avec l'esprit consistait à établir des règles de coexistence, et il nomma son esprit Lunavolk. Tiny croyait que les gens qui avaient transformé le loup en mangeur de bêtes avaient renoncé à la déesse et vénéraient les démons parce que la pierre émanait d'un pouvoir démoniaque.
Il a donné un coup de pied à Wolf en lui demandant si les disciples du démon lui avaient donné ses pouvoirs. À ce moment-là, sans le savoir, il marmonne des excuses à Mademoiselle Irina. Moonwolf ramena Wolf à la raison en poussant un grognement. Il leur a dit qu'il n'était qu'un pion et qu'ils étaient trop forts, puis sa tête a explosé et il n'a rien dit d'inutile. Il avait entendu des choses similaires de sa part dans sa vie passée, mais il ne comprenait pas l'essence de ces mots, et son subordonné n'avait aucune idée de l'essence de leur chef de file. Il a décidé qu'il valait la peine de partager les informations qu'il avait obtenues avec Esgarfon Valancius. Tiny a pris son anneau dans le coffre-fort des Wolf, l'anneau de la famille Valancius qui avait été volé par les pilleurs de Wolf. Un autre retour à la vie antérieure de Tiny, il s'assit dans la rue et une femme aux cheveux d'or apparut devant lui et lui demanda son nom. Elle a remarqué que la bague lui allait bien et la lui a donnée en lui disant qu'il devrait la retrouver à l'avenir parce qu'il savait qui elle était vraiment et qu'elle l'aiderait alors. Il s'agit de Chloé von Valencia, la plus jeune fille d'Esgar von Valencia, que tous les habitants du royaume d'Aslan connaissent. Elle était si gentille qu'on l'appelait un ange. La tradition de la famille impériale veut que lorsqu'une princesse atteint l'âge de 16 ans, elle visite tous les temples du pays. C'est pourquoi elle avait rencontré Tiny dans un endroit si reculé du duché où il vivait. Il est déterminé à lui rendre l'anneau qui lui permettra de rencontrer l'empereur. De retour dans la nouvelle vie, où Tiny est toujours dans les chambres du loup déjà mort, un chevalier est arrivé au repère des pillards, à qui ces derniers parlaient d'un certain Mana Wilder. Le chevalier fut surpris de constater que tout cela était l'œuvre d'un enfant. Le chevalier était furieux, il ne les croyait pas car il pensait qu'ils étaient drogués et il en voulait à Wolf de ne pas surveiller ses hommes. Ce chevalier était le capitaine des gardes de la forteresse extérieure de Filles, nommé Rem. Alors que le capitaine Ram s'apprête à partir, Tiny descend et les pillards s'exclament que c'est l'enfant qui est à l'origine du désordre. Tiny était fier d'avoir traité avec les brigands et supposait que le loup payait les chevaliers pour leur inaction à leur égard. Tiny n'était pas assez fort pour vaincre le capitaine et ne voulait pas contrarier le seigneur local et décida seulement de montrer sa force. Le chevalier continue d'attaquer Tiny, mais Tiny veut convaincre le chevalier de battre en retraite. Tiny a fait preuve d'esprit et le capitaine Ram s'est calmé. Tiny a compris que tant que les chevaliers recevaient de l'argent des brigands, ils s'en moquaient et lui ont offert l'argent lui-même. Le chevalier réclame 5 yang d'or au jeune homme, Tiny est outré par un tel prix et propose 1,5 yang, ce qui est plus que ce qu'il a déjà reçu. Le capitaine Ram est furieux, mais il doit accepter ses conditions. Par ailleurs, avant de partir, le capitaine Ram a demandé à organiser une réunion avec leur fille, car le responsable de ce lieu avait changé. Après le départ du chevalier, il a exigé que toute la bande, les femmes et les enfants qui travaillaient pour eux, soient rassemblés. Il avait planifié ses affaires avec le gang une semaine à l'avance et se réjouissait de rencontrer Esgarfon Valancius. La foule qui arrive est paniquée, effrayée par les implications de la mort de Wolf. Leur fille toise le loup et sa mort peut être acceptée par lui sous la forme d'une trahison de ses hommes. Tiny a demandé au peuple ce que penserait le duc d'Esgarfon Valancius s'il soupçonnait une rébellion de la part du seigneur fille, puisque ce dernier soutient les pillards pour son propre compte. Le récit passe à la ville qui a discuté de la rétrogradation du capitaine Ram et des événements survenus dans l'antre du loup. Après la mort du loup, l'économie de la ville s'est arrêtée, aucun établissement ne fonctionnait ou ne faisait de bénéfices. Dans une vie antérieure, Lor a demandé le registre de Wolf car il était soupçonné de trahison. En échange de ce registre, Lor a offert la moitié de la richesse de Wolf et la possibilité de mener ses amis loin des envahisseurs car il ne voulait pas que le duc de Valencia découvre ses manigances. Mais il avait d'autres priorités dans sa nouvelle vie. Il s'est rendu compte que les aristocrates avaient leur propre hiérarchie et que leur fille dépendait du duc d'Esgarfon Valancius. Il avait l'intention de punir leur fille en confiant ses crimes à des aristocrates de plus haut rang. Au même moment, les hommes, réalisant qu'ils étaient libérés de l'oppression de Wolf, commencèrent à donner des coups de pied à son corps essoufflé. Tiny se rendit compte qu'il était incapable de réconforter les gens et il donna l'or de Wolf à tous les gens. Tiny avertit les hommes que s'ils tentent de détourner l'or d'autrui, ou si quelqu'un rapporte l'affaire au seigneur, le loup de lune les mettra en pièces. Finalement, Tiny a demandé aux hommes de quitter la ville et leur a conseillé d'aller à Diane car ils n'étaient pas en sécurité dans la ville. À partir de ce jour, Tiny est le nouveau chef du gang et le Red Light District est fermé. Le matin, Tiny se rendit au manoir de leur fille. À l'entrée, il annonça qu'il était le nouveau chef de gang et les gardes, surpris, le laissèrent passer.
grand maître de l'ordre des chevaliers de file, Cran a rencontré Tiny et a été surpris de constater que le nouveau chef de gang était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé. Après les paroles de maître Cran, il lui a parlé grossièrement car il n'était pas content qu'il fasse attendre l'invité. Après ces paroles, maître Cran et Tiny ont eu une altercation verbale. Tiny appela maître Cran l'homme le plus pourri de l'ordre, mais maître Cran ne fit rien puisque Tiny était un invité du seigneur. Tiny, accompagné de maître Cran, est entré dans l'auditoire de l'aura de fille. Tiny fut choqué de voir le seigneur Fields assis en face de lui, sous les traits d'un jeune homme. Tiny s'agenouille devant leur fille, ce qui surprend le leur appelé Timon Von-Fille qui ne s'attendait pas à de telles manières de la part de l'enfant. Dans sa vie antérieure, il était toxicomane, en très mauvaise forme et obèse, alors qu'aujourd'hui il n'est plus toxicomane et à fière allure. Tiny était persuadé que leur fille en aurait bientôt fini, car le livre de contes du loup parviendrait bientôt au duc Valancius, qui se débarrasserait alors de leur fille. Tiny a décidé que le bon choix serait de distraire leur fille à court terme jusqu'à ce qu'il soit suspendu. C'est pourquoi il a décidé de rejoindre son service. Le seigneur se demanda si Tiny était vraiment si jeune ou s'il avait du sang elfique ou nain. Tiny affirma qu'il n'avait que 13 ans. Cependant, leur fille est irritée non pas par son âge, mais par le fait qu'il lui a causé trop de dommages et exige une explication. Tiny répond que son numéro lui servira, mais leur fille est furieux et déclare que Tiny n'a aucune idée de la façon dont le monde fonctionne. Tiny a déclaré qu'Esgar von Valerius luttait contre la drogue et la prostitution et qu'il l'a donc fait avec le repère des pillards et a convaincu leur fille qu'il l'avait appris personnellement après avoir rencontré Chloé von Valancius. Il faisait tout cela pour se distraire et avait en fait rencontré Chloé von Valancius dans une vie antérieure. Leur fille est impressionnée par les actions de Tiny et décide qu'il doit être récompensé. Il interroge alors Tiny sur son esprit et lui demande s'il l'a obtenu grâce à la pierre qui appartenait au loup. Tiny n'en revenait pas de savoir comment il connaissait l'esprit. À cet instant, un cercle de magie démoniaque se forma autour du seigneur et Tiny supposa que le seigneur fille avait sacrifié la vie de centaines de personnes pour un tel pouvoir. Tiny repasse les souvenirs dans sa tête et se rend compte que les cadavres que les pillards vendaient étaient destinés à leur fille. En conséquence, Tiny n'a pas répondu à la question de leur fille et ce dernier avait l'intention d'utiliser Tiny au lieu de Wolf comme cobaye. Leur fille se demandait ce qui avait bien pu faire de ce garçon un mage de niveau 2. Tiny a déclaré qu'il avait étudié la magie dès son enfance et qu'il s'était vite rendu compte qu'elle était spéciale et que leur fille ne pourrait pas lui donner tort. Pourtant, leur fille décide de ne pas toucher à Tiny et de le laisser rester avec lui. Tiny est naïvement soumis et accepte l'offre du seigneur, mais le seigneur fille n'est intéressé que par le simple fait que Tiny puisse être blâmé. Il devait mettre cela sur le compte de Tiny devant un invité important, particulièrement puissant et respecté avant même leur fille. Tiny avait calculé que l'armée d'Esgar von Valancia mettrait une quinzaine de jours à arriver, et si l'invité de leur fille arrivait plus tard, son plan se réaliserait. Leur fille déclare que l'invité arrivera dans une semaine, ce qui inquiète Tiny. Tiny avait deux choix. S'échapper, suivre les raiders qui ont quitté la ville et se sont rendus à Dinah, mais s'il s'échappe, il sera recherché et il sera problématique de rencontrer Esgar von Valancius. Dans Fille, il y aura un événement très médiatisé et, en conséquence, un invité aristocrate quittera la ville. Tiny supposa que la visite de l'invité serait secrète puisque personne dans le domaine de l'Orphélie ne se préparait à son arrivée et qu'il était logique de supposer que derrière l'Orphélie se trouvait un aristocrate de haut rang qui voulait garder sa visite secrète. Quoi qu'il en soit, il doit travailler sur lui-même et devenir plus fort pour ce jour-là. Le garçon s'est ensuite rendu au réfectoire et a mangé une montagne de nourriture, ce qui a choqué le cuisinier et les roturiers qui ont vu cela. Tiny mangeait beaucoup pour augmenter son mana, et la nourriture remplaçait les médicaments et les herbes. Alors qu'il se gavait d'une nouvelle portion de viande, un chevalier nommé Grant apparut derrière lui. Le chevalier Grant a exigé le respect du garçon insolent et mal élevé qui était assis là, ce à quoi Tiny a répondu en insultant le chevalier. L'insolence de Tiny met Knight Grant en colère et il se jette sur le garçon. Le garçon comprit que leur Félisa était à l'origine de ses actions. Dans la scène suivante, il se trouve dans le camp des chevaliers et se prépare à se battre. Les deux combattants ont échangé des insultes avec arrogance avant le début du combat. Le combat commence par un coup de pied de Tiny dans le tibia de Knight Grant. Abasourdi par la douleur, son adversaire le contre-attaque sans succès. Tiny lui a ensuite donné un coup de pied dans l'autre jambe. Le chevalier Grant était à bout de force, mais il a continué à attaquer.
Ses techniques étaient maladroites et lui-même ne pouvait pas être tourné. Tiny lui sauta habilement au cou et lui attrapa la tête, il n'allait pas achever Knight Grant et l'assomma en lui brisant la nuque. Tiny avait volontairement vaincu un chevalier sans le pouvoir de Moonwolf pour montrer à l'Orphélie qu'il n'oserait pas le chasser. Alors qu'il réfléchissait et qu'il était satisfait de sa victoire, il fut pris de vertige et tomba par terre. Il s'était trop dépensé, car il serait difficile de vaincre le chevalier Grant sans force d'âme, et il s'était essoufflé. À ce stade, son corps et celui de Manatlo s'accordent parfaitement, il est devenu plus fort et l'entraînement supplémentaire lui est plus facile. L'intuition de Tiny s'est concrétisée, l'Orphelisa est bel et bien derrière tout cela. L'Orphelisa a félicité le garçon pour sa façon de gérer l'épreuve. L'Orphelisa a déclaré qu'il s'attendait à ce que le garçon atteigne de grands sommets à l'avenir et qu'il regrettait qu'il n'y ait pas de professeur pour le former. L'Orphelisa a évalué le comportement et les compétences de Tiny et a conclu qu'il n'était pas un roturier, ce qui l'a surpris car les aristocrates aux cheveux noirs sont rares. L'Orphelisa parle d'un certain Deathman et dit qu'il s'intéresse à Tiny et se réjouit que Tiny ait réussi à vaincre le chevalier Grant. Dans une vie antérieure, l'autre homme lui a tourné le dos et a retiré à l'Orphélie ses pouvoirs démoniaques, ce qui l'a conduit à devenir toxicomane. L'Orphelisa pensait que cet homme serait heureux de voir Tiny et de lui trouver une utilité. Tiny continua à s'entraîner en pensant à cet homme, mais décida qu'il valait la peine de s'en tenir à son plan. Tiny aurait dû atteindre le niveau 2 puisque tout l'environnement de leur fille était de niveau 2. Dans sa vie précédente, atteindre le deuxième niveau avait été particulièrement difficile pour lui. Au bout de 3 jours, son corps n'avait pas changé, mais il était beaucoup plus fort et plus souple. Dans une vie antérieure, il voulait être un voyou, mais dans cette vie, il s'est rendu compte que la mobilité et la flexibilité étaient un grand avantage. Dès qu'il s'entraînerait, les chevaliers locaux auraient peur et l'éviteraient. Après avoir englouti une fois de plus une montagne de nourriture, Maître Cran l'appela, car leur fille lui avait ordonné de l'armer. Il est emmené dans le donjon où sont conservées les armes. L'armure en treillis avait l'air chère, mais elle ne lui convenait pas. Parmi les armes, il n'y avait rien d'écrasant comme un marteau ou une masse. Tiny se retourna contre cet imbécile et lui demanda une épée comme celle de Maître Cran, ce à quoi il répondit qu'il s'agissait d'un artefact précieux forgé par un célèbre forgeron du nom de Roger. Tiny déclara qu'il s'agissait de son niveau, les bonnes armes devant être entre les mains d'un guerrier talentueux. Tiny proposa à Maître Cran de se battre en duel pour obtenir l'épée. Si Tiny perd, Maître Cran lui coupera la tête, Maître Cran attaqua Tiny avec rage. Sur ce, Tiny Chabi, tout meurtri et contusionné dans sa main, avec son épée enveloppée dans un tissu, quitte la pièce avec l'arme. Les gardes et les serviteurs qui se trouvaient devant la porte discutaient avec lui, disant que Maître Cran avait traité l'enfant de la sorte et que Tiny était doué mais trop stupide. Sur le chemin, Tiny se dirigea vers les quartiers de ses serviteurs. Ceux qui le rencontrèrent furent très troublés par le fait qu'il ait entrepris une telle chose pour l'amour d'une arme. À cette époque, le seigneur des filles ne se satisfait pas du fait que Tiny ait bouleversé le mode de vie des envahisseurs et qu'il le gêne. Malgré cela, leur fille est indulgent à l'égard de Tiny et, dans quelques jours, il découvrira la lignée de Tiny. L'invité mystère sera la clé qui permettra d'élucider sa lignée. Mais s'il s'avère que Tiny n'est pas de la même famille, lui et le chef des loups devront payer un prix terrible. L'Orphiesa était sûr que cela n'arriverait pas. D'après son comportement, le seigneur fille était sûr qu'il était issu d'une famille noble, car il était impossible de vaincre un chevalier aussi fort uniquement grâce à son talent, cela serait possible s'il avait appris la technique secrète d'une des familles nobles de la famille. La couleur de ses cheveux et de ses yeux en est la preuve la plus évidente. Il y réfléchit avant de s'endormir dans son lit. Soudain, il entendit des sons étranges, il pensa qu'il s'agissait de magie d'avertissement et que le bruit provenait d'un serviteur. C'était une épée à 2 mains avec l'épée de Maître Cran. Il bondit vers le seigneur fille qui mentait et le tut de sang-froid. Appelant son acte, le châtiment du ciel. Au matin, une servante entre dans les chambres et pousse un cri d'horreur. Les chevaliers se réunissent dans ses appartements et supposent, au vu de l'état du cadavre, que la magie noire est en cause. Le prêtre avait déjà signalé la magie démoniaque à la paroisse. Chevalier de l'ordre des filles Glen a dit que le département impérial d'investigation était sur le point de partir d'ici. Le corps du seigneur avait l'air d'être mort depuis une semaine. Apparemment, le mage avait jeté un sort de pourriture sur le cadavre immédiatement après la mort.
Le chevalier Glenn se demandait pourquoi le seigneur des filles avait échangé sa lignée et l'honneur d'être un aristocrate sans craindre d'être dénoncé et tué. En ce moment, les chevaliers pensaient à l'épée qui ressemblait à celle de Maître Cran et se demandaient s'il était responsable de la mort de leur fille. Les chevaliers en déduisirent que Maître Cran était furieux que Tiny devienne le nouveau commandant et, dans un accès de rage, tua leur fille. Mais si c'est le cas, où est le commandant? Tiny a en fait vaincu Maître Cran et s'est emparé de son épée pour tuer leur fille et le piéger. Après le combat, il a prétendu avoir été battu par Maître Cran. Tiny avait tout organisé pour que les serviteurs et les chevaliers soupçonnent Maître Cran d'avoir réussi. Après avoir interrogé Tiny, les soupçons des chevaliers convergent avec le témoignage de Tiny, les soupçons se portent sur Maître Cran. Tiny demande ce qui va lui arriver puisque leur fille a dit qu'il lui assurerait un avenir. Le chevalier Gren lui a ordonné de marcher et lui a dit qu'ils en discuteraient demain. Tiny ne se souvenait pas du visage du chevalier Gren et doutait qu'il soit de la région. Dans sa vie antérieure, il avait eu affaire à tous les chevaliers, mais il ne se souvenait pas du chevalier Gren. Le lendemain, le chevalier Gren a remis à Tiny un badge de mercenaire de classe C et de l'argent. Il faut être marchand ou mercenaire pour pouvoir se déplacer librement, et Tiny était sur le point d'en acquérir un. Le chevalier Gren ne voulait pas que Tiny gâche son talent, alors il lui a donné ceci. Il a conseillé à Tiny d'aller à la mer en se basant sur son expérience de la vie. Tiny supposa que si le chevalier Gren avait également voulu quitter les terres dans sa vie antérieure, c'était la raison pour laquelle ils ne s'étaient pas rencontrés. Gren et Tiny se sont promis de ne pas s'oublier et Tiny a quitté le palais de leur fille. Par son acte, Tiny a arrêté le mouvement de cet homme et l'équipe d'investigation du duché ne viendra probablement pas. Tiny prend l'anneau que lui a donné Chloé von Vlancius et décide de se rendre seul auprès de l'empereur. Alors qu'il quittait la ville, Moonwolf apparut à proximité et proposa de l'emmener lui-même. Tiny savait, par expérience de sa vie passée, que les créatures ayant perdu le sens de l'équilibre étaient capables de faire cela et qu'ils seraient mis sens dessus-dessous. La taille de l'état matériel de l'esprit dépendait du niveau de l'invocateur et Moonwolf était assez petit. Moonwolf et Tiny ont lié leurs âmes et Moonwolf a quitté la ville avec Tiny sur son dos. Grâce à leur lien d'âme, les sens de Tiny sont accrus. Tiny espérait pouvoir atteindre Carin. Dans sa vie antérieure, de nombreux malheurs se sont produits sur le continent, annonçant l'un après l'autre l'apparition du roi démon. Le premier malheur a commencé à Karuna, un objet divin y a disparu. Au total, la déesse a accordé cet objet à l'humanité. Dans une vie antérieure, ils ont tous été volés et, à ce stade, Tiny va découvrir à l'avance le vol des objets. À cette époque, à Félie, au milieu de la journée, cet homme est arrivé. D'un seul geste de la main, il abat les gardes et pénètre dans la ville. Il se rendit au palais de l'Orphélie où le chevalier Gren l'accueillit en lui demandant « Qui est-il » Cet homme a exigé de tout savoir sur la mort de l'Orphélie. À peine Nightgren avait-il annoncé sa mort que Disman demanda où se trouvait son corps. Nightgren répondit que, sous les ordres de la brigade d'enquête de la famille impériale, il l'avait mis dans un cercueil. Cet homme a alors plongé le chevalier Gren dans un sommeil d'1 heure. Dès que le chevalier Gren s'est réveillé, des gardes se sont précipités vers lui en disant que le corps de leur fille avait été volé. Cela a mis à rude épreuve le chevalier de Gren, car le corps du seigneur est la preuve de l'interférence du mage noir. Dans les bois à l'extérieur de Fille, cet homme découvrait que Maître Cran n'était pas responsable de la mort puisque le seigneur avait été tué après la mort de Maître Cran. Cet homme est arrivé à la conclusion que c'était la faute de Tiny. Cet homme a déclaré que Tiny paierait parce qu'il avait perturbé les plans de leur organisation. Le lendemain, Tiny entre sur le territoire de la ville de Lucensius. Tiny a envisagé d'acheter le matériel. Si cet homme apparaît dans la ville, l'environnement paisible de la ville pourrait changer. Alors qu'il marchait dans la rue, des voyous locaux se sont précipités sur lui pour lui soutirer de l'argent. Ces bandits étaient célèbres dans la ville et leur force était égale à celle des chevaliers, mais Tiny les a tout de même battus et leur a pris leur propre argent. Avec cet argent, il acheta une cuirasse faite de peau de taureau et capable de repousser les flèches, ainsi qu'une masse. Il s'est avéré qu'il y avait un événement en ville. Chloé von Valencia a dû faire le tour de la question. Elle lui a donné de l'espoir et a changé sa vie dans le passé. Puisqu'ils se rencontrent dans cette vie avant qu'elle n'ait à se souvenir de Tiny, nous n'avons qu'à demander à Chloé von Valencius de l'aider à rencontrer l'empereur d'épée. Edmond von Lucent, le fils aîné du comte Lucent,
fait visiter la ville à la fille de l'empereur en lui parlant des bons côtés de la ville, accompagnée de gardes. Chloé von Valancius ne s'intéresse pas à tout cela et propose d'aller dans les bidonvilles car les habitants des bidonvilles sont aussi leur sujet. Edmond von Lucent a finalement décidé de les emmener dans les bidonvilles. Chloé von Valancius se souvient du passé et des paroles de son père, qui lui avait dit de se méfier des gens d'en bas et que lorsque la situation s'améliorerait pour eux et leur terre, les choses iraient mieux. Elle aimerait changer la perception qu'ont les gens des bidonvilles. Mais avant qu'il n'atteigne le bidonville, Tiny fait irruption en criant que l'anneau qu'il tient lui a été remis personnellement par la maîtresse. Chloé von Valancius ne comprenait pas ce qui se passait et tout ce que disait Tiny lui semblait absurde. Mais lorsqu'elle a vu la bague, elle a été surprise parce qu'elle l'avait donnée à un enfant des bidonvilles. Chloé von Valancius ne reconnaît pas Tiny et des gardes l'entourent. Il avait grandi trop vite et c'est sans doute pour cela qu'elle ne le reconnaissait pas. Tiny lui fait remarquer qu'il est le seul garçon aux cheveux noirs de Félie, voire de tout le duché. Chloé von Valancius est surprise car elle se souvient de Tiny comme d'un petit garçon sale. Elle a parlé de la façon dont il était. Tiny était certes minable, mais mignon. Profitant de son amour pour tout ce qui est mignon, il a invoqué l'esprit de Moonwalker sous la forme d'un chiot. Il m'a dit que grâce au mana, il avait mûri rapidement en quelques mois. Cela alarma ses gardes, et le chevalier qui la gardait l'attaqua en disant qu'il était à moitié humain. Monsieur Edmond von Lucent a même proposé de l'enfermer dans un cachot. Tiny s'attendait à ce qu'on se méfie de lui, il est donc resté indifférent aux paroles d'Edmond von Lucent. Chloé von Valancius lui propose toujours de l'aider, ce à quoi Tiny lui demande d'organiser une rencontre avec Esgar von Valancius. Les gardes de Chloé von Valancius ont réagi agressivement à ces paroles, lui reprochant de s'être permis d'exiger une telle chose. Tiny a déclaré qu'il ne représentait pas un danger pour duc von Valancius puisqu'il est l'un des 7 surhommes du continent et qu'il est un empereur de l'épée. Par ces mots, il voulait dire qu'il n'était pas un danger pour le duc. Chloé von Valancius fut surprise que Tiny sache que son père était l'empereur de l'épée, car dans cette vie d'empereur de l'épée, Esgar von Valancius n'était pas aussi connu. Tiny a ensuite expliqué pourquoi il voulait rencontrer le duc de von Valancius. Il voulait parler des événements de filles, car il était au centre de ces événements. Nous assistons ensuite à une conversation entre Chloé von Valancius et le chevalier qui l'accompagne. Il s'est avéré que l'entourage de la princesse lui avait caché la nouvelle de l'incident afin qu'elle ne s'implique pas dans des affaires dangereuses. Le chevalier lui dit que le seigneur fils s'est avéré être un mage noir et qu'il a été tué par quelqu'un. Il décide qu'il vaut la peine de se rendre au domaine principal car Tiny est un témoin important. Il s'avère alors qu'Edmond von Lucent a emmené Tiny quelque part pour une conversation privée. Edmond von Lucent interroge Tiny sur son expérience et sa connaissance des magiciens noirs. Les réponses provocantes de Tiny l'exaspèrent et il s'élance pour frapper Tiny. Tiny lui saisit immédiatement le bras. Edmond von Lucent est furieux du comportement de Tiny et menace de rendre compte à maîtresse Chloé d'un tel comportement avec l'aristocrate. Tiny se rendit compte qu'il y avait quelque chose derrière ce comportement confiant de Lord Lucent et il demanda à Lord Lucent de le laisser lui montrer ce vers quoi il menait Tiny. À ce moment-là, Vivian, qui gardait Chloé von Valancius, se dirigea vers eux pour régler la situation. En effet, alors qu'ils discutaient dans les appartements de maîtresse Chloé, Moonwolf disparut, ce qui était le signe que Tiny était allé trop loin. Lord Lucenta a conduit Tiny au repère de la famille Rufus. Il ordonne à l'aîné de la famille Rufus de donner une leçon à Tiny. Le chef de famille s'indigne car ils ont un enfant en bas âge devant eux, mais Edmond von Lucent insiste sur sa demande. Le chef de famille ordonne à son bras droit, Eric, et à son bras gauche, Tilmon, de s'occuper de l'enfant. Il s'avère que ces hommes étaient des voyous qui avaient l'intention de voler Tiny, mais qui ont été victimes de lui. Le chef de famille lui-même, Rufus, prend fait et cause pour le garçon et l'attaque, mais celui-ci repousse sa première attaque avec sa masse et projette son adversaire loin de lui. Tout le monde, y compris Lord Lucent, a été surpris par la facilité avec laquelle Tiny s'est débarrassé du chef de famille. Lord Lucent se précipite vers Rufus, terrorisé, pour lui demander sa protection, mais Tiny les interrompt, leur ordonnant de ne pas prendre la défense de Lord Lucent. Le chevalier Vivian s'est précipité dans le repère de Rufus pour protéger Tiny, mais il s'est avéré qu'il avait déjà battu tout le monde. Tiny lui a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour lui et lui a donné un livre où était consignée une liste de pots de vin versés à cette organisation. Tiny a découvert qu'il faisait de la traite d'êtres humains et que la preuve sous la forme de ce livre n'aurait même pas sauvé un aristocrate sous la forme d'Edmond. Le lendemain,
Chloé von Valancius quitte la ville avec sa suite. Alors que la princesse Chloé, Tiny et Vivian voyageaient dans la calèche, la princesse leur a raconté qu'Edmond von Lucensius avait été chassé de la famille pour une telle transgression. C'est à partir de ce jour que commencera la relation entre Chloé von Valancius et le talentueux chevalier Vivien, parfois comme des sœurs, parfois comme une mère et une fille, mais qui seront toujours l'une à côté de l'autre, pensa Tiny en se basant sur ses souvenirs de l'avenir. Alors qu'elle pénètre à cheval dans le domaine du duc de Valancius, ils discutent des événements survenus à Filles et des rumeurs concernant les exploits de Tiny. Tiny est heureux d'être entré dans la confidence de Chloé von Valancius. 3 jours plus tard, l'équipage de Chloé von Valancius est arrêté de nuit. Les gardes ont signalé qu'une certaine elfe demandait à être emmenée. L'elfe se présenta comme une elfe de l'Arbre-Monde nommée Erina et après ces paroles, elle demanda à Chloé von Valancius de l'accompagner. Mais Tiny l'a reconnue comme une mage noire du 5e cercle. Les elfes sont les magnifiques descendants des fées. Les elfes vivent dans un monde appelé Elfhem, situé à l'extrême ouest, dans le royaume d'Aslan, lui-même situé à l'extrême est, où il est très rare de les rencontrer. Les elfes sont des êtres purs et ont une bonne réputation auprès des humains. Chloé von Valancius s'étonna qu'Erina se dirige vers le nord, vers le pays des hommes bêtes. Erina s'y rendait pour explorer et étudier leur terre et l'histoire de ce peuple. La princesse comprit immédiatement de quoi elle parlait, le voyage d'Erina et la formation de 11 chevaliers, l'élite des elfes. Erina s'intéressait à l'esprit de Tiny qui était entre les mains de la princesse, car il y a peu d'invocateurs parmi les humains. Tiny se rendit compte qu'Erina savait tous deux avant de venir ici et il fit l'imbécile en faisant semblant d'être émerveillé à la vue d'Erina. Il dissimulait habilement une énorme quantité de puissance démoniaque. Il analysa la situation et tenta d'anticiper les événements car il savait, de par son expérience passée, que cette elfe était réellement dangereuse. D'après ses calculs, il fallait une centaine de manieurs de mana comme lui pour la vaincre au combat. Ainsi, même si l'on engage le combat, il vaut la peine d'attaquer en premier et à l'improviste. Tiny avait un atout dans sa manche, son esprit le rendait sympathique à ceux qui l'entouraient, et il le tendit à Erina. À ce moment-là, Moonwolf se réincarne sous sa forme habituelle et attaque Erina. Il s'est avéré qu'au cours d'une conversation informelle, Vivian, la princesse Chloé et Tiny ont décidé entre qu'il s'agissait d'un mage noir et qu'il fallait s'en occuper, quel que soit le danger. Pendant que la princesse Chloé et Vivian tenaient Moonwalker, il leur expliqua secrètement le plan d'attaque. Vivian et Tiny frappent à la dérobée, mais manquent le cœur de la jeune fille, la blessant gravement, mais ne la tuant pas. Tout le monde se précipita instantanément à l'attaque pour achever l'elfe affaibli. Son bouclier est affaibli et tous les chevaliers ainsi que Tiny l'attaquent. Les attaques se succèdent, mais il n'y a aucun moyen de la blesser. Elle n'était pas prête à accepter la défaite et continua à se battre aussi fort qu'elle le pouvait. Tiny a pu bloquer complètement le feu d'Erina avec sa technique d'altération, il a appliqué l'armure divine. Il l'a attaquée de toutes ses forces et a réussi à la blesser alors qu'il était lui-même blessé. Personne n'a pu l'atteindre et l'attaquer avec succès, à l'exception de Tiny. Tiny était prêt à en finir avec elle. Mais Erina s'était vaporisée au moment de l'attaque et n'était plus très loin du champ de bataille. Elle, qui était là, a dit qu'elle le ferait pour la gloire de sa volonté signifiant le roi démon et se préparait à exécuter une technique. Les chevaliers ont gagné suffisamment de temps pour la princesse Chloé. Il s'est avéré que la princesse Chloé était une prêtresse de la déesse et possédait un pouvoir sacré. Elle a caché son pouvoir sacré pour qu'on ne l'emmène pas aux offices religieux et que son entourage n'en soit pas conscient. Grâce au pouvoir sacré de la princesse Chloé, le pouvoir démoniaque d'Erina a été neutralisé. Tiny a achevé Erin d'un coup de masse, alors que Chloé voulait la garder en vie pour l'interroger. Tiny est le seul à connaître les pouvoirs de la princesse Chloé, mais il ne veut pas dire comment il l'a su. Il décide de ne pas hésiter et s'empoisonne dans la ville la plus proche pour envoyer un message au duc. Ils arrivèrent à Tiwen où une grande troupe de chevaliers les attendait, les chevaliers de l'aile bleue, l'élite du duché du Valentino. Les gens étaient surpris, ils s'attendaient à ce que l'empereur de l'épée protège sa fille, mais il y avait trop de chevaliers. Tiny s'émerveille de leur force, personne n'est plus fort qu'eux dans l'Empire. Le duc Valencia était très inquiet à votre sujet et a envoyé les chevaliers de l'ordre pour protéger le dieu de la vitesse Garant Clément. Il s'est avéré qu'ils étaient arrivés si vite parce qu'ils étaient prêts à partir, l'artefact familial, Tempus, ayant disparu il y a un mois. Esgar von Valancius l'avait toujours sur lui, mais un matin, il se réveilla sans l'avoir trouvé.
Seuls les prêtres savaient ce qu'était Tempus, et même Chloé von Valancius ne pouvait que supposer qu'il s'agissait d'un artefact puissant. Tiny semble savoir pourquoi Tempus a disparu et demande à rencontrer Duc pour lui expliquer les choses. Les chevaliers de l'aile bleue ont conduit le convoi jusqu'au domaine du duc dans la ville de Valentino. Garant Clément était surpris que Tiny en connaisse la raison. Les chevaliers ont dit au vice-capitaine que Tiny avait beaucoup contribué à la lutte contre la magie noire et qu'elle atteindrait bientôt le niveau d'expert, qui est égal à celui des chevaliers de l'ordre de l'aile bleue. Même les 7 grands chevaliers de son époque n'étaient pas aussi talentueux. L'un des chevaliers rapporte que c'est Tiny qui a envoyé au duc des lettres grâce auxquelles ils se souviennent de lui. L'hélice était visible de la fenêtre de la voiture et Tiny a demandé à Chloé von Valancius si elle aimait l'hélice. Elle a dit que ses parents décédés l'aimaient et l'appelaient ainsi. Tiny n'avait qu'une idée en tête, rencontrer Duc. Il n'était pas sûr que Duc se souvienne de sa vie passée, mais il espérait que son secret sur Lily l'aiderait. L'objectif de Tiny était de devenir plus fort sous la direction du duc, assez fort pour vaincre des monstres du niveau de commandant de corps. Ils arrivèrent enfin au Valentino, dans le domaine du duc d'Esgar von Valancius. À leur arrivée, le duc Valencia se précipite pour embrasser sa fille. Mais Chloé s'est écartée pour laisser passer le duc Valencia. Les gens les regardaient, et Chloé pensa que ce comportement de son père n'était pas approprié. Le duc Valencia a demandé qui était Tiny. Il était clair que le duc ne se souvenait pas de Tiny. Chloé a dit que c'est le garçon qui sera à la barre des témoins, dans l'affaire de la magie noire. Tiny se dirigea vers le duc Valancius et déclara qu'il devait parler, et il en va de même pour Tempus. Le duc s'étonne de l'insolence de Tiny et applique la technique du spirituel, pression. Cela n'a pas affecté physiquement Tiny, mais il a pu sentir l'effet de l'eau, un peu écrasée. Tiny voulait surmonter la pression avec force, accumulée dans une vie antérieure. En effet, Tiny a surmonté la pression spirituelle et a déclaré qu'il pouvait parler tout de suite. Chloé von Valancius s'est empressée de le défendre car il est jeune et ignorant. Le duc a bien compris que son comportement n'était pas dû à l'ignorance et il a accepté de discuter. Tiny, dans le bureau du duc Valencia, a commencé à parler de son hypothèse. Tempus, un mot ancien qui signifie le temps et l'opportunité, signifie qu'il a le pouvoir d'inverser le cours des choses. Tiny a commencé à raconter les événements qui se produiraient dans 20 ans, il a raconté tout ce qui leur arriverait dans le futur. Le duc Valencia fut surpris, l'histoire était trop ordonnée et Tiny mentionna des faits dans son récit qui convaincraient que tout ceci n'était pas de la fiction, il mentionna même les noms de certains des guerriers. Mais le duc est troublé par le fait que, dans son histoire, ils combattent des démons aux côtés de races qu'il a longtemps combattues. Tempus a été conçu pour déplacer une seule personne dans le temps. Esgar von Valancius était surpris que ses descendants aient chéri une relique dont il ne pensait pas lui-même qu'elle était capable. Le duc ne s'interrogeait que sur une chose, pourquoi avait-il choisi l'enfant pour remonter le temps et préparer le peuple à la guerre au lieu de l'envoyer lui-même. Tiny a déclaré que Duc était vieux et qu'il ne cessait de parler de la prochaine génération et du maintien des talents. Le duc est contrarié d'avoir envoyé Tiny dans un passé trop lointain parce qu'il ne savait pas à l'avance à quelle époque Tiny se trouverait. Il ne savait pas comment Tempus fonctionnait parce qu'il n'avait pas eu affaire à lui. Apparemment, Tiny a été pris dans le moment où s'est produit l'événement qu'il a le plus façonné en tant que personne. Le duc a demandé s'il y avait quelque chose à faire pour gagner sa propre confiance dans le passé. À ce moment-là, Tiny se souvient du nom de sa fille et du fait qu'il n'aime pas beaucoup Lilia. Le duc rit et se rend compte que Tiny dit la vérité. La raison pour laquelle Tepnus a été volé est claire, il a déjà été utilisé dans le futur. Une fois les doutes du duc levés sur les paroles de Tiny, il exige la convocation de Sir Leher. Il croyait que Tiny était revenu du passé, mais il ne lui faisait pas confiance lui-même et il appela Sir Leher pour tester les capacités de Tiny, après tout il était l'un des 10 grands chevaliers. Alors qu'il marche dans le palais, Tiny veut faire une farce au duc en racontant une fiction. Mais le duc exige que l'on ne dise à lui et à sa fille rien d'autre que les signes avant-coureurs d'un désastre. Le duc voulait que sa fille devienne plus forte grâce à ses erreurs, et les informations sur son avenir seraient un obstacle. En vérité, Tiny ne savait presque rien de leur famille et il voulait juste sauver sa peau. Duc est furieux que Tiny ne connaisse pas vraiment l'avenir de la société, mais seulement les événements qui mèneront au désastre. Le duc est furieux que Tiny ne puisse pas tout dire de l'avenir et exige qu'il se souvienne rapidement de l'avenir, car il va l'anéantir. Ils arrivèrent dans l'arène de l'amphithéâtre et s'arrêtèrent au milieu de l'amphithéâtre, près d'une table.
Duc demande pourquoi Tiny n'est au courant que d'un seul de ces dizaines de malheurs. Tiny avait entendu parler des autres par des rumeurs. Au fond de lui, Tiny voulait grandir rapidement pour que le duc lui parle d'égal à égal, car aujourd'hui il le réprimande comme un enfant. Selon une prophétie, un héros et un saint partiront en guerre dans le futur. Le héros s'appelle Crombel et, au moment de la guerre, il a 20 ans. Le duc voulait le retrouver rapidement, mais Tiny a mentionné le nombre de personnes et il reste encore 20 ans avant qu'il ne vienne. Duc ne comprend pas pourquoi il est testé de la sorte. Il se demande s'il doit se blâmer du futur ou battre la petite Tiny qui le teste. Le serviteur qui avait annoncé au duc l'arrivée imminente de Ser Leher reçut un nouvel ordre de convoquer Drexel à la place de Leher. Drexler devait donner une leçon à quelqu'un. Le vice-capitaine Drexler Hénène de l'ordre de l'Aile Bleue est arrivé sur ordre du duc. Il possède le stade 5, qui est le rang le plus élevé. Le vice-capitaine Drexler était grand et maniait un marteau. À la vue de Tiny, il fut surpris de devoir donner une leçon à un tel gamin. Le vice-capitaine Drexler craignait d'avoir commis une gaffe et d'être rétrogradé. Drexler s'était une fois de plus imposé et personne n'allait le rétrograder. Combattre Tanya était une mission sérieuse, a déclaré Duc. Il aperçut le niveau et la puissance de Tiny à son âge et cela l'a plutôt surpris. Tiny s'intéresse au marteau de Drexler et demande qui l'a enchaîné. Ils ont également fait des commentaires sur la manière dont les armes pourraient être améliorées. Le duc exige qu'il prenne cette épreuve plus au sérieux. Si Tiny peut donner ne serait-ce qu'un seul coup de poing, Herzog a réussi le test. Draxler et Tiny se tenaient l'un contre l'autre, tenant des armes à leur taille. Avant le début du combat, Duc réfléchit à la capacité de Tiny à utiliser le mana et au génie du garçon. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'il l'a ramené dans le temps. Il pensait aussi qu'il était un Oramasté plus qu'il pouvait envoyer Tiny dans le passé. Il a ensuite donné le départ du combat. Tiny invoque un Moonwalker qui le porte et attaque Drexler. Drexler n'a pas tenu compte de l'attaque de Tiny et a donné un coup de hache à son esprit. Moonwolf a facilement esquivé le coup de Drexler, a sauté par-dessus lui et Tiny a frappé à ce moment-là. Mais le coup de poing de Tiny ne fait aucun dégât à Drexler. Drexler a alors décidé de ne pas se retenir et a frappé Tiny du haut, en disant qu'il se retiendrait pour éviter de tuer Tiny. Tiny parvient à rebondir hors du champ de tir et à éviter les coups. Tiny décida de vaincre Drexler grâce à sa vitesse. S'asseyant sur le Moonwolf, il sauta sur les piliers qui entouraient l'arène. Cela a rendu Drexler furieux et il a donné un coup à la colonne, ce qui a fait descendre Tiny dans l'arène. Tiny a analysé les actions de Drexler. Il manie d'une seule main un énorme marteau à long manche, alors qu'il porte habituellement un bouclier dans l'autre main. Tiny n'attaqua pas, se contentant d'esquiver les coups de Drexler et d'analyser ses attaques. Le duc était furieux que Drexler ait joué avec Tiny pendant trop longtemps et qu'il ne se soit pas encore occupé de lui. Drexler s'est mis en colère et a reproduit une arme spirituelle, un énorme marteau de la taille d'un homme. Le duc craint que ce ne soit trop, mais Tiny, masse en main, se précipite avec assurance pour contre-attaquer Drexler. Ils s'affrontèrent en plein vol et leurs silhouettes furent obscurcies par l'explosion. Draxler a réagi de manière excessive et a gravement blessé Tiny. Herzog était également en colère car Tiny s'est déchaîné alors qu'il aurait dû se contenter de faire preuve d'habileté. Mais Tiny a revendiqué la victoire. Il montre la blessure sur le visage de Drexler. Ces mots ont rendu le duc encore plus furieux car Tiny pouvait mourir. Tiny a grandi dans la rue, et c'est la victoire à tout prix qui l'a rendu ainsi. Malgré son comportement stupide, Tiny a répondu aux attentes du duc. Le duc se rend compte qu'il avait espéré que l'insouciance de Tiny se poursuive à l'avenir. Tiny a ensuite perdu connaissance. Il se réveille dans son lit et le duc l'entraîne derrière lui pour discuter. Dans le couloir, il rencontre une Chloé furieuse, mécontente que son père ait fait sortir Tiny de son siège trop tôt, alors qu'il n'avait pas eu le temps de récupérer. Elle était également mécontente que son père ait mis en péril la santé de Tiny. Son père a déclaré qu'il ne ferait pas de mal au sauveur de sa fille. Tiny se demande pourquoi on l'appelle le sauveur de Chloé, après tout c'est elle qui l'a sauvé. Tiny s'excuse auprès de Chloé de l'avoir tant inquiété. Pendant que Chloé disait à Tiny de ne pas prendre les choses trop au sérieux en lui caressant la tête, le duc chuchotait furieusement à Tiny de ne pas oser flirter avec sa fille. Duc et Chloé discutent ensuite des préparatifs de Chloé pour sa vie d'adulte, puis Duc et le garçon se rendent dans le bureau. Il lui demande alors de garder secret le fait qu'il vient de l'au-delà.
Le pouvoir du temps ne peut être contré même par la déesse, et le clergé ne doit donc pas apprendre son secret en particulier, car cela ébranlerait la foi des gens en la déesse. Seules les anciennes familles possèdent les vraies écritures, la vérité est écrite dans ces écritures, la déesse n'est pas la créatrice de Tempus et personne ne peut le savoir. Après avoir prononcé ces mots, Duc a emmené de force Tiny sur le terrain d'entraînement. Pour sa défense, Tiny a déclaré qu'il n'était pas un enfant, que son esprit était celui d'un adulte et qu'il ne servait à rien de l'élever. C'était une excellente raison de lui donner une leçon parce qu'en tant qu'adulte, il est tellement ignorant. Le duc voulait enseigner à Tiny le pouvoir spécial de la famille Valencia, le pouvoir de la gravité. Les secrets de la famille Valancius sont représentés par 4 techniques. La première technique, l'entraînement au mana. La deuxième technique, la technique de défense et d'attaque au sabre. La troisième technique, la technique d'acquisition des compétences de la troisième étape. Finale, une technique permettant d'acquérir des compétences spéciales pour atteindre la 7e étape. Tiny a été encouragé par les 4 techniciens et a compris pourquoi leur famille était si forte. Tiny avait une arme de frappe et des techniques d'épée qu'il ne maîtrisait pas. Mais le duc lui a expliqué les avantages de l'épée, qui est aussi une bonne arme de défense. Mais ce sont les techniques d'épée qui l'intéressaient le moins, alors qu'il était plus intéressé par la maîtrise des compétences internes et spéciales. Duc décida tout de même de lui enseigner la technique d'obtention d'une compétence intérieure. Les événements sont transportés dans un certain repère de magiciens noirs. Des inconnus en robe discutent autour d'une table de la mort de l'elfe Erina, une ressource importante puisqu'il s'agissait d'une elfe. L'un des hommes chargés de recueillir des données sur le futur héritier de la famille Morse, Wonyan, surprend ainsi ses camarades. Toutes les autres personnes présentes à la table ont dit que tout se passerait bien. Revenons à l'entraînement de Tiny. Il n'avait pas à penser au malheur qui allait frapper Karun et il était occupé à s'entraîner à ce moment-là. Tiny voulait maîtriser la technique de l'explosion de 3e stade comme dans sa vie précédente. Duc a analysé le corps de Tiny alors qu'il était dans les vapes et malgré sa petite taille, il pesait assez lourd. Ce n'est pas pour rien que Tiny pèse plus lourd qu'un chevalier adulte. En général, plus une personne est lourde et porte une armure, plus elle est maladroite. Les magiciens appellent cette loi de l'univers la gravité. Et si vous maîtrisez cette compétence que le duc voulait vous enseigner, plus vous pesez, plus vous êtes rapide et plus vous avez d'énergie. Tiny est impressionné par l'habileté de l'homme, mais pour lui, cela n'a aucun sens. Tiny ne comprenait pas toutes les subtilités et le fonctionnement de la gravité en général, et plusieurs tentatives d'explication ont échoué. Une telle arrogance de la part de Tiny met évidemment le duc en colère et il tente de tirer les oreilles de Tiny pour lui faire comprendre. Duc et Tiny grimpent au sommet du clocher, Duc s'apprête à jeter Tiny du haut de la tour. Comme Tiny ne comprenait pas et ne voulait pas comprendre comment la gravité était triplée, Duc voulait qu'il apprenne par l'expérience. Avant de tomber, il a gelé le mana de Tiny et lui a posé une question test sur le fonctionnement de la gravité. Duc a fini par lâcher le morceau avec les mots, la sentir sur sa propre peau. Alors qu'il descendait en hurlant, il tenta d'utiliser la technique de l'armure divine de fer. Juste avant qu'il ne tombe, il a invoqué un Moonwalker qui a atterri juste au-dessus de lui. Tiny ressent la force de la gravité dans chaque centimètre de son corps. Duc a laissé tomber Tiny une fois de plus pour s'entraîner à apprendre la technique. Après une nouvelle chute, il se réveille dans les chambres du palais ducal où Chloé le soigne. Après un grand nombre de chutes, le plan de Duc a fonctionné et il a atteint le niveau d'expert à force d'entraînement. Chloé pensait que l'entraînement de son père était trop dur, mais il a finalement porté ses fruits et tous les membres de l'Ordre de l'Aile Bleue sont devenus fous en apprenant la nouvelle. Tiny demande si Chloé est occupée à gérer la cérémonie de passage à l'âge adulte. Ce à quoi Chloé a répondu par la négative, qu'elle devait juste travailler sur l'étiquette. Chloé était très inquiète et anxieuse, même si elle ne l'a pas dit directement, mais son comportement brusque l'a trahi. La princesse Chloé a également fait remarquer que Tiny avait été formée par son père et qu'elle pouvait être considérée comme un membre de la famille. Chloé lui a dit de l'appeler désormais sa sœur. La réaction de Tiny a été très appréciée, ce dont la princesse Chloé s'est vivement offusquée, la fille du duc l'ayant elle-même appelée sa propre sœur. À la fin de leur dialogue, Chloé a dit que Drexley cherchait Tiny. Nous voyons ensuite Drexley et Tiny armés dans l'arène de l'amphithéâtre. Des membres de l'Ordre de l'Aile Bleue sont assis dans le public. Le vice-capitaine Drexley a proposé à Tiny une revanche.
Drexley jeta son marteau au sol et déclara qu'il ne s'était pas comporté comme un chevalier lors du combat précédent parce qu'il avait perdu la tête et qu'il voulait un combat équitable pour aider Tiny à s'habituer au silk. Tiny était en pleine effervescence, une telle offre lui a remonté le moral et il est passé à l'action. Il donna un coup de masse qui fut dévié par le bouclier de Drexley. Drexley, à son tour, s'étonne de la force du garçon, qui est devenu beaucoup plus fort en si peu de temps. Après une attaque infructueuse, Tiny se débarrasse du bouclier massif et s'envole. Ils s'attaquent l'un l'autre, Drexley se retenant de frapper trop fort pour ne pas blesser Tiny. La masse de Tiny et le poing de Drexley s'entrechoquent et les projettent tous deux dans des directions différentes. Drexley est stupéfait par la force de Tiny. Grâce à sa maîtrise du contrôle de la gravité, Tiny utilise sa lourde masse pour porter des coups combinés rapides. Drexley prend le marteau, car il n'y a pas lieu de se retenir, son adversaire est trop fort. Ils continuèrent à s'attaquer l'un l'autre sans se blesser, Tiny était agile et esquivait les coups et Drexley les déviait avec son bouclier. Tiny saute haut et envoie un éclair en plein sur le bouclier de Drexley. L'onde de choc déchire l'arène et les colonnes qui l'entourent. Les chevaliers de l'ordre de l'aile bleue ont été impressionnés par la force de Tiny. Il était évident qu'il ne servait à rien de se battre avec Tiny, parce qu'il était super fort, plus qu'il avait le niveau d'expert. Les deux combattants ont terminé le combat avec le sourire et ont déclaré qu'ils avaient cédé et montré toute leur force. Drexley a annoncé que Tiny avait été accepté dans l'ordre de l'aile bleue. Tiny n'a aucun désir de rejoindre l'ordre et s'étonne que le duc ne les ait pas prévenus. Il s'avère que le duc a oublié de prévenir les chevaliers, car un guerrier comme Tiny qui va parcourir le monde ne doit s'associer à personne. Le duc fait l'éloge de Tiny et note que les préparatifs pour éviter la première calamité sont presque prêts. Il restait à produire un marteau pour Tiny. Le duc allait fabriquer un marteau enchanté qui serait un artefact et pas seulement une arme. Tiny pensait que la fabrication de l'arme prendrait beaucoup de temps, mais l'arme qui était destinée à Drexley en guise de récompense entrerait en possession de Tiny. Tiny arriva à la meilleure forge de Valentino, le marteau de Randel, où il fut accueilli par le nain Randel. Tiny est entré et a demandé à ce que son arme soit modifiée pour lui, et Randal était furieux, son arme était traitée comme un jouet d'enfant, et il n'allait pas modifier l'arme comme ça. Le gnome trouvera un propriétaire convenable pour son arme, même s'il subit des pertes. Tiny n'avait qu'à prouver à Randel qu'il en était digne, Tiny prétendait être un expert et montrait ses compétences en mana, Randel ne remettait pas en question la force de Tanya. Randal avait une compétence, l'œil de vérité, qui distinguait la vérité du mensonge grâce à la voix d'une personne, et il était sûr que Tiny était vraiment puissant. Le maître sort le marteau. Il ne restait plus qu'à peaufiner l'enchantement pour Tiny. Randal mentionne en passant un autre marteau en fer noir comprimé, abandonné par le propriétaire précédent parce qu'il était trop lourd. Tiny était enthousiaste et voulait ce marteau car il était aussi enchanté pour amplifier le coup. Randal porte un marteau de taille énorme comparé à celui de Tiny qui pèse plus de 100 kg. Tiny s'est emparé sans effort du marteau et a commencé à le manier dans l'atelier et à briser le sol. Il a choisi ce marteau parce qu'il était similaire à celui de sa vie précédente. Tiny laissa le marteau au nain pour qu'il le reconstruise aux dimensions de Tiny et dit que le duc paierait tout au double de la facture. Le duc était satisfait du choix de Tiny et Drexley recevrait un nouveau marteau. Tiny ne pensait pas qu'il deviendrait un jour surhumain, duc le prenait comme un mot occidental rare. En raison de son apparence rare, Tiny a décidé de diluer son vocabulaire avec des mots occidentaux. Les mots inconnus expliqueraient l'apparence rare de Tiny. La cérémonie de passage à l'âge adulte de Chloé devait avoir lieu dans une quinzaine de jours. Tiny a noté que si le duc est sûr d'être prêt à donner sa fille en mariage à l'héritier du trône, c'est parce qu'il mourra le lendemain du mariage. L'été suivant, tous les membres de la famille royale mourront à temps pour le décompte des calamités et le royaume d'Aslan se désintégrera. Après cela, les luttes intestines commenceront. Le duc pensait que, puisqu'il savait ce que l'avenir lui réservait, il pouvait y remédier. Dans une vie antérieure, Duc n'a pas pu aider sa fille et on ne sait pas ce qui va se passer maintenant, a déclaré Tiny Duc. Finalement, elle devra renoncer à son pouvoir sacré et régler seule toutes les affaires du royaume. Le duc était déterminé à éviter une seconde catastrophe, car il n'était pas Esgar von Valancius. Tiny a dit que si le duc échouait, il sauverait Chloé lui-même, ce qui lui a valu une gifle pour avoir appelé la princesse Chloé de manière amicale. Avant la cérémonie proprement dite, un grand nombre d'invités s'étaient rassemblés au palais.
deux étrangers discutaient de la diligence avec laquelle ils se préparaient à quelque chose. Zana Frivel, capitaine de l'escadron Blue Wing, qui se trouvait dans le bureau du duc, a déclaré qu'en raison du respect dû au duc, de nombreux invités étaient arrivés, plus que prévu. Le duc était seulement embarrassé par le fait que la famille Rothar soit à l'origine de leur plus jeune fils, qui était à Séville. La famille Rothar est une famille puissante qui est depuis longtemps en conflit avec la famille Valancius. Soudain, le duc demande à Zan s'il est atteint d'une maladie. Zan a répondu de manière surprenante qu'il ne l'était pas, et a demandé à quoi correspondait déjà la question. Le duc est embarrassé et met la situation en veilleuse. Monsieur Zan a indiqué qu'il n'avait pas été difficile pour lui d'organiser l'événement avec autant de minutie, car la princesse était comme une nièce pour lui. Le duc lui demanda si Zeno allait se marier, ce à quoi il s'exclama que le duc avait promis de ne plus poser de questions à ce sujet. Le duc a envoyé Zeno plus loin dans les questions d'organisation. Le duc repense à la conversation qu'il a eue avec Tini au sujet de Zena et réfléchit un instant. Duc ne pouvait pas croire que Zeno changerait de camp à l'avenir. La raison de son renvoi à l'avenir n'est pas une maladie ou une affaire personnelle, et un guerrier aussi fort ne peut pas mourir au combat. Apparemment, il s'agit de la deuxième catastrophe. Tini a compris que le duc était inquiet pour une bonne raison et a supposé qu'il se passerait quelque chose lors de la cérémonie. Alors que Tini réfléchit dans la cour, la princesse, accompagnée de Vivian, s'approche de lui. Elle est venue parler à Tini et rencontrer son loup de lune car la pièce était très étouffante. Il a invoqué le loup de lune et l'a remis à la princesse. Au moment de leur dialogue, un inconnu se glisse par derrière et s'agenouille pour complimenter la princesse. Cet étranger était le plus jeune fils de la famille Roller, Tiberon, suivi de son compagnon. Il proposa à la princesse une conversation plus intime, ce comportement rendit Tini suspicieux. Vivian a carrément demandé à sa maîtresse de la laisser tranquille, car elle devait retourner auprès de ses invités. Tiberon a été scandalisé d'être montré du doigt par une femme chevalier. Son garde Graham a dit à Vivian de ne pas intervenir. Graham se lance dans le dialogue pour convaincre la princesse de la sincérité des intentions de son maître. Tiberon a demandé à la maîtresse une seconde chance. Tout le monde était tendu. Tini fait semblant d'être un enfant normal et se tourne vers Chloé comme vers une sœur pour lui demander qui sont les oncles. Tiberon enrage et ordonne à Graham de faire sortir Tini d'ici. Tini a immédiatement fait voler Tiberon avec une seule brème. Graham, exaspéré, s'élance à son tour vers Tini et lui arrache une gifle. Les invités qui observent la scène depuis la fenêtre du palais sont stupéfaits par la force de Tini. Avant ces événements, le chef de la famille Roxler avait ordonné à Graham de faire un scandale et, déjà à ce moment-là, le chef de la famille était sur le point d'expulser Tiberon de la famille. Les invités, qui observaient tout ce qui se passait depuis la fenêtre, voulaient rencontrer le monstre que le duc Valencia était en train d'élever. Ils déplorent également l'acte de Tiberon, car les Rosaires sont très éloignés de la famille Valencia. Le duc réprimande Tini avec colère dans son bureau et lui demande de ne pas agiter les bras quand il en a envie. Malgré cela, le duc est en colère contre Tiberon et est prêt à le mettre lui-même en pièces. Alors qu'il sort du bureau du duc, deux frères aux cheveux blonds lui tombent dessus. Les deux étaient de niveau expert, mais malgré cela, Tini les lança au loin. L'un d'entre eux lui a demandé s'il s'agissait de Tini Fighting Drexley. Ses frères ont reconnu Tini. Ils regrettaient de s'être rencontrés dans de telles circonstances et s'étaient éloignés parce qu'ils avaient des affaires à régler. Ils ont couru dans le couloir en criant qu'ils allaient donner une leçon personnelle à Tiberon. Il reconnaît l'un d'entre eux, l'héritier de la famille nommé Aaron, mais il ne reconnaît pas l'autre jeune homme qui ressemble beaucoup à Aaron. Il y avait un seigneur dans l'avenir, Tini craignait qu'il ne soit lui aussi dans le collimateur de Zina. La famille Valancius ne laissait s'approcher d'elle que des personnes ayant des liens de sang. Une telle approche conduirait leur famille à la misère, Tini s'est souvenu de l'avenir. Les invités qui observaient Tini depuis la fenêtre située dans la cour du palais s'approchèrent de lui pour le rencontrer. Tini pouvait sentir le faux regard méchant de l'aristocrate. Cet invité était le baron Ran von Arschau, qui voulait voir Tini depuis qu'il avait vaincu le chevalier. Tini lui dit qu'il n'était qu'un invité dans la maison du duc et aussi son débiteur, sur quoi le baron traita le duc d'homme myope. Tini reproche à Ran von Arschau d'avoir traité le duc d'être un être à courte vue sur ses terres. Il a traité Tini comme un ami et l'a invité à déjeuner. Tini se souvient des paroles du duc et décide d'être prudent avec les nobles.
Le baron a demandé à Tiny d'organiser une rencontre avec la princesse Chloé car il est proche d'elle. Sans réfléchir, Tiny envoya le baron voler d'un seul coup, ignorant les paroles du duc.